To get people excited about Boost Mobile's new nationwide 5G network, we're offering unlimited talk, text, and data for $25 a month. Forever. Even if you have a baby. Even if your baby has a baby. Even if you grow old and wrinkly and you start repeating yourself. Even if you start repeating yourself. Even if you're on your deathbed and you need to make one last call. Or text. Right, or text. The long-lost son you abandoned at birth. You'll still get unlimited talk, text, and data for just $25 a month with Boost Mobile. Forever! After 30 gigabytes, customers may experience slower speeds. Customers will pay $25 a month as long as they remain active on the Boost Unlimited plan. Forever! This cold and flu season, Instacart is here to help deliver all of your sick day essentials. Whether you're in prevention mode and need vitamins, hand sanitizer, and that lemon tea your Nana swears by, or you're in healing mode and need medicine, soup, and a lot more tissues. Simply download the Instacart app and get sick day supplies that reinvigorate or relieve, delivered in as fast as 30 minutes. Plus, enjoy $0 delivery fees on your first 3 orders. Excludes restaurant orders, service fees, and terms apply. Got gun, Hulk left slot, Dixie left, T left, Mercedes, wide chip, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha. We're good. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Goal line. Touchdown. 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 Hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 846 du podcast Touchdown Actu. La Maté, très heureux de vous rencontrer, de vous retrouver. Il y a la fatigue qui commence à parler un peu, je crois, dans ces playoffs. Très heureux de te rencontrer, Lucas Vola. Comment ça va ? Écoutez, Lucas Vola, enchanté, heureux de vous rencontrer à la Maté. Je sais pas pourquoi je suis parti là-dessus. Bon, ça va bien, Lucas ? Ça va. J'étais en train de penser pendant le générique, je me dis d'habitude, quand on allume les micros, on sait à peu près combien de temps ça va durer. Là, j'avoue que j'ai aucune idée de combien de temps va durer ce podcast. Ouais, on est sur, on va s'adapter à l'actu, hein. On va être vraiment tranquille. En tout cas, oui, on est parti sur un podcast un peu freestyle parce qu'il y a qu'un seul match à débriefer. Normalement, ça arrive qu'au moment du Super Bowl. D'ailleurs, ça n'arrivera plus qu'au moment du Super Bowl parce qu'à chaque fois, on va avoir des séries d'au moins 2 matchs. Mais là, la NFL ayant décidé de mettre un seul match le lundi depuis quelques années, et ben, on se retrouve avec un seul match à débriefer. Heureusement, on a un petit peu d'actu pour accompagner tout ça. Et Lucas, je te propose d'ailleurs qu'on rentre directement dans le sujet parce que c'est un match qui a déchaîné la rédaction. Il y a du sang sur les murs depuis ce matin dans la rédaction. Los Angeles Rams 27, Minnesota Vikings 9. On rappelle d'abord que c'est un match qui s'est joué sur le terrain des Cardinals à cause des incendies de Los Angeles. Une correction défensive infligée par les Rams aux Vikings et la question qui a mis le feu à la rédaction. Moi, j'étais en train de prendre mon petit déj tranquille et là, j'ouvre mon téléphone et là, je vois des messages de Lucas, de Victor, de Raphaël qui sont en train de s'écharper. Est-ce que c'est la faute de Kevin O'Connell ou est-ce que c'est la faute de Sam Darnold ? Alors tu déformes un peu les propos parce qu'en effet j'ai fait partie de ce bain de sang et pour être tout à fait honnête, et je pense qu'après il faudra parler de Sam Darnold parce que c'est que certains disaient que c'était uniquement la faute de Sam Darnold, d'autres disaient, et j'en faisais partie, que c'était beaucoup la faute de Sam Darnold, mais que Kevin O'Connell n'était pas non plus étranger au fait qu'il avait cette défaite en playoff une nouvelle fois, parce qu'on mettait aussi en perspective le fait qu'il avait perdu aussi déjà un petit peu dans des circonstances similaires, dans le sens où ils arrivent favoris face aux Giants, on se rappelle il y a 2 ans, et ils perdent ce match-là alors qu'ils étaient censés le gagner. Maintenant, je pense que tout le monde était d'accord pour dire que c'est surtout Sam Darnold qui fait, entre guillemets, perdre ce match aux Vikings. Tu fais bien de me résumer quand même un petit peu le début, parce que j'avoue que j'avais pas remonté tous les messages. Comme dit, j'étais en train de petit déjeuner, et voilà, j'utilisais mes mains pour manger, et j'ai remonté un peu, mais j'étais pas allé à la source. Donc en effet, on est plutôt d'accord pour dire que sur ce match, il y a quand même beaucoup de Sam Darnold. Sam Darnold qui termine à 25 sur 40, 245 yards, un touchdown, une interception. C'est presque un peu flatteur au niveau des stats parce qu'il y en a eu un peu sur la fin. Mais surtout, le chiffre qui fait évidemment très très mal, c'est 9 sacs. Il prend 9 sacs pour 82 yards perdus. Il est saqué même sur des actions où il avait relativement le temps, a priori en tout cas, de lancer le ballon. Il était perdu. C'est dû à quoi ces 9 sacs, Lucas ? Alors, il y a une partie, sa ligne offensive, hein, on l'avait dit déjà que cette ligne offensive-là, elle pouvait parfois faire des matchs où elle abandonnait un petit peu son quarterback. Donc, il y a cette partie-là que je vais évacuer vite quand même parce que il y a aussi et surtout la partie où
parfois il gardait beaucoup trop ce ballon. Il y a un système défensif mis en place par Sean McVay et Chris Shula, le coordinateur défensif qui a été des Rams, qui a été très bon. C'est-à-dire que avec des blitz parfois cachés, des blitz qui venaient de cornerback ou de l'extérieur, qui ont beaucoup perturbé Sam Darnold. Et puis il y a aussi parfois uniquement des pressions qui sont venues de systèmes où il y avait uniquement 4 pass rushers et qui était un système assez simple, mais derrière c'était pas mal d'homme à homme qui a perturbé Sam Darnold. Il n'arrivait pas à trouver de solution sur l'homme à homme défensif mis en place par les Rams, et puis après il gardait trop le ballon. Il y a des moments où à la limite s'il n'arrive pas à trouver de solution, il faut s'en débarrasser, et là on voit aussi le manque d'expérience de ce quarterback là, le manque d'expérience en playoff aussi, et il gardait ce ballon là, il a été incapable de s'en débarrasser, et puis quand il a réussi à s'en débarrasser, c'est pour un fumble qui finit sur un touchdown de Jared Verse. Donc c'est vrai que il a été très perturbé, et forcément le problème avec Sam Darnold aussi, c'est qu'on se rappelle du moment où il avait un micro face aux Patriots et il disait qu'il voyait des fantômes. C'est quelque chose qui, je pense, va le poursuivre, et malheureusement pour lui, c'est quelque chose qui va le poursuivre à chaque fois qu'il fait un mauvais match. Là, je sais pas s'il voyait des fantômes dans l'Arizona, mais en tout cas, il voyait pas de solution, et malheureusement la solution qu'il voyait, c'était garder ce ballon, reculer, ce qui faisait en plus perdre beaucoup de yards. Donc c'est vrai que ça a été un match qui a été très très compliqué pour Sam Darnold. C'est terrible pour lui l'histoire du truc des fantômes, parce que ça va ressortir dans sa carrière à chaque fois qu'il aura un match de ce type-là. Après, c'est dur de pas y penser, hein, clairement. Il avait déjà en plus fait un mauvais match, un match difficile contre les Lions pour terminer la saison régulière. Je suis obligé de faire déjà l'ouverture presque sur l'intersaison qu'on fait pour les équipes qui perdent, mais c'est une drôle d'intersaison qui se prépare, parce il avait un contrat d'1 an, donc là il est en fin de contrat. On avait vraiment l'impression jusqu'à il y a 3 semaines que c'est bon, il avait fait ses preuves, il allait peut-être falloir continuer avec lui, et puis finalement c'est plus si sûr que ça. Alors c'est peut-être une bonne affaire potentielle pour les Vikings, parce que clairement la valeur est baisse, hein. Ouais, c'est fou comme cette perception des Vikings et surtout de Sam Darnold a changé en 2 semaines, et j'ai même envie de dire en 8 jours, puisqu'en fait il joue face aux Lions dimanche soir. Là il joue ce lundi soir, donc ça fait 8 jours. En 8 jours ils sont passés d'éventuels premiers de la conférence, avec s'ils avaient gagné face aux Lions, premier de la conférence, une bye week, l'idée d'attendre, ça aurait été les Commanders, du coup les Commanders en divisional round, à deuxième de leur division, donc d'aller à l'extérieur, de perdre en plus leur premier match de playoff, et du coup, comme tu l'as dit, on se pose cette question-là de c'est quoi la suite pour les Vikings, c'est quoi la suite pour Sam Darnold, pardon. On sait qu'ils ont drafté un quarterback qui a été blessé toute la saison, un quarterback rookie, donc à voir ce que ça va donner, à voir si ils vont être capables de le développer, à voir s'ils vont partir avec lui. Voilà. L'avantage, c'est qu'en effet, peut-être que le prix de Sam Darnold désormais va descendre, et qu'ils vont peut-être le garder une saison de plus, parce que bon, il est passé à travers sur ce match-là et éventuellement sur le match de la semaine dernière. Maintenant, il fait une bonne saison régulière, donc c'est vrai que c'est compliqué. Ça va être à Kevin O'Connell de décider. Est-ce que il estime que Sam Darnold peut encore progresser et passer ce step? Est-ce qu'il estime qu'au contraire JJ McCarthy, le quarterback qu'ils ont drafté, peut lui prendre cette place-là, et peut-être ne fera pas pire que Sam Darnold, notamment arrivé sur un match de playoff, et du coup il gagnerait du temps sur le développement de leur nouveau quarterback. Donc c'est vrai que ça va être une vraie intersaison, peut-être charnière pour la suite des Vikings, notamment à ce poste de quarterback qui, on le sait, est le poste le plus important. Après, ceci étant dit, j'ai l'impression que la problématique n'est pas si compliquée. J'ai l'impression qu'ils sont juste de retour à la case départ d'il y a 1 an. C'est-à-dire que Sam Darnold en quarterback de transition et leur rookie derrière. En fait, ce qui me rassure pour eux, c'est qu'ils ont drafté un rookie, ce qui veut dire sur le papier qu'ils croient en lui, puisque c'est un premier tour, et ils croient en lui pour être leur quarterback du futur. Donc ils ont toujours ce mec-là. Et donc c'est pas comme si une équipe avait juste Sam Darnold, tu vois ce que je veux dire, et derrière Jameis Winston et Dorian Thompson-Robinson, pour prendre au hasard ou quelque chose comme ça. En fait, ils ont un mec dans lequel ils croient quand même derrière. En fait, j'ai presque envie de dire que sur le papier ils sont presque mieux que l'an dernier, parce que l'année dernière c'était quand même un pari de prendre Sam Darnold. Oui, c'est quand même il était un petit peu mieux qu'à New York quand il était à Carolina, mais c'était quand même pas le Sam Darnold qu'on a vu cette année. D'ailleurs on a beaucoup loué les qualités notamment de Kevin O'Connell, qui a réussi à le développer. Donc c'est vrai qu'ils savent que à minima en saison régulière, c'est pas le quarterback parfait, qui a ces défauts là qu'on a vu et qu'on connaissait aussi en saison régulière, et donc peut-être que pour les playoffs ça sera limite, mais on sait qu'en saison régulière ça peut marcher, on sait que Kevin O'Connell sait le faire fonctionner, donc des gens ils ont un peu plus de certitude. Mais peut-être que la vraie question qui va se poser, c'est qu'est-ce que va faire Sam Darnold, dans le sens où eux,
ils se disent peut-être avec Sam Darnold, ça fait une saison de plus, comme tu dis, c'est ce quarterback qui peut faire le pont entre l'ancienne et le nouveau quarterback. Mais est-ce qu'il y a une autre équipe qui va proposer beaucoup à Sam Darnold? Voilà, c'est ça la question aussi. Est-ce que Sam Darnold va vouloir se dire je sécurise un contrat peut-être de 3 ans, de 4 ans, quelque part. Je ne sais pas si quelqu'un va le proposer. Hein. Au vu de ce match-là, c'est sûr que c'est pas son meilleur entretien d'embauche, comme on dit. Mais voilà, parce que peut-être que les Vikings vont proposer eux aussi de nouveau qu'un an, de nouveau peut-être 2 ans, 1+1, je ne sais pas. Mais ça va être ce qui va être sur le marché pour Sam Darnold. Après, c'est vrai que pour les Vikings, c'est assez clair aussi. Je pense qu'ils pourraient repartir avec Sam Darnold à un prix assez intéressant et correct et continuer de développer et voire même commencer, puisqu'il a été blessé, de développer leur quarterback, leur jeune quarterback. En fait, ça dépend plus de l'extérieur que d'eux, j'ai l'impression. Oui, de ce qu'on va proposer, de ce que le marché va donner à Sam Darnold, parce qu'en effet, Sam Darnold, c'est un bon quarterback, mais quand on voit ce qu'il a fait, il n'y a peut-être pas beaucoup d'équipes qui vont bousculer au portillon. Maintenant, on l'a déjà dit, le marché des quarterbacks cette année, que ce soit à la draft apparemment, et encore une fois, je parle avec des pincettes parce que j'ai pas vraiment suivi, mais de ce qui commence à ressortir, il y a peu de très bons quarterbacks qui vont sortir de la draft, comme il y a pu l'avoir cette année notamment. Et sur le marché des quarterbacks vétérans, comme on les appelle, qui vont être agents libres, il n'y en a pas beaucoup. Donc une équipe qui va être désespéré pour récupérer un quarterback va peut-être mettre trop sur Darnold et du coup le sortir des Vikings qui eux auraient raison de ne donner qu'un prix raisonnable. Tu sais combien il a déjà gagné en carrière? Il a fait les Jets avec un contrat rookie, mais en même temps il était drafté numéro 1 de la draft, si je ne me trompe pas. J'ai presque oublié, je ne saurais pas dire, mais je pense que c'est... Alors, je parle sur le contrôle de sporttrack.com, hein. Je n'ai pas fait le calcul moi-même, mais il a déjà 65 millions de gains en carrière. Oui, donc tu es en train de dire qu'il n'est peut-être pas à chercher la sécurité financière. Oui, alors ça c'est propre à chacun. Tu sais, peut-être que lui il pense qu'il n'est pas encore à l'abri. Hein, oui, et puis en même temps, non. Alors c'est pas tant ça, c'est se dire de prendre l'argent tant qu'on peut le prendre, parce que au bout d'un moment, c'est des quarterbacks ou des joueurs de foot US. Au bout d'un moment, ils partent à la retraite. Alors il y a d'autres solutions, mais là en tout cas, si quelqu'un lui propose 3 ans garantis avec un certain nombre d'argent, peut-être que ça peut le faire réfléchir. Ouais, clairement. En tout cas, je pensais pas qu'il avait déjà autant. On va revenir un petit peu à ce match. Kevin O'Connell, donc c'était l'autre partie du débat. Est-ce qu'il aurait pu faire quelque chose pour endiguer ce naufrage, on va dire, de Sam Darnold? Je pense que et forcément on regarde ce match-là aussi avec le prisme de l'autre entraîneur, et c'est peut-être un mauvais prisme parce que Sean McVay est peut-être l'un des meilleurs entraîneurs de NFL, voire peut-être même le meilleur. Mais c'est vrai que j'ai eu l'impression qu'en tout cas cette équipe-là des Vikings, elle est pas arrivée prête à jouer un match de play-off. C'est ce qui m'a perturbé, et c'est aussi pour ça que je disais que Kevin O'Connell est pas tout blanc dans cette histoire, parce que certes Sam Darnold a rendu le match très compliqué et il y avait peu de solutions, mais j'ai trouvé que Kevin O'Connell n'était pas forcément tout blanc, parce que il y a des décisions qui m'ont posé question. Il décide de punter juste avant la mi-temps, alors que c'est une 4e à jouer qui est jouable et qui peut tenter, et que finalement il décide de punter et les Rams se marquent quasiment dans la foulée juste avant la mi-temps, ce qui rend le score à la mi-temps quasiment impossible à remonter. Je crois que c'est 24-3 la mi-temps, quelque chose comme ça. Donc c'est vrai que là, on peut se dire, alors bien sûr qu'avec des si, mais je pense que à ce moment-là, il faut, et c'est peut-être ce qui est reproché beaucoup à Kevin O'Connell, c'est ce sens de l'urgence qui n'a pas semblé avoir eu dans ce match-là. C'est de se dire, là il faut y aller, d'aider un petit peu plus son quarterback. Alors il l'a fait peut-être avec en rajoutant un petit peu d'effort sur la ligne offensive, et on peut faire au bout d'un moment que certaines choses pour aider la pression qui est mise sur le quarterback, mais peut-être que voir qu'il y avait beaucoup d'hommes à hommes et tenter des tracés beaucoup plus courts, beaucoup plus peut-être des tracés intermédiaires, parce qu'à chaque fois que Sam Darnold lançait, c'était très long. Et c'est aussi pour ça qu'il gardait le ballon très longtemps. Donc c'est vrai que j'ai trouvé que il aurait fallu peut-être s'adapter un peu plus vite, avoir un peu plus d'urgence. Il y a eu pas mal de courses dans la deuxième mi-temps aussi qui ont été jouées. Alors on peut considérer que c'est parce que il a vu son quarterback qui était en grande difficulté, mais malheureusement on remonte pas. Il y avait 27-3, je crois. Je me suis dit à un moment, est-ce qu'on allait revenir au fameux 28-3, mais voilà, on remonte pas à 27-3 en tentant des courses. Donc il avait des options très limitées, Kevin O'Connell, et c'est quand même tout ça toute l'essence du débat. Il avait des options très limitées, il ne pouvait faire que très peu de choses pour aider son équipe, mais j'ai
trouvé qu'il ne l'avait pas fait et que il va falloir aussi se poser la question. Il est pas en danger. Kevin O'Connell, ça fait partie des très bons coachs et je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui le voudraient dans cette NFL très clairement. Sauf que le but à la fin, c'est de gagner le Super Bowl et que on remarque que les 2 matchs de playoff, malheureusement, son équipe n'a pas joué à minima comme il les avait joués en saison régulière et c'est peut-être là où Kevin O'Connell va avoir progressé. Maintenant, les coachs, c'est comme les joueurs, il faut de l'expérience et on l'a vu de l'autre côté. L'expérience, elle fait du bien. Il faut de l'expérience et c'est peut-être de l'expérience qu'il prend et que la prochaine fois qu'il jouera en playoff, il préparera son équipe peut-être différemment, il trouvera peut-être des meilleures solutions et c'est peut-être une expérience à prendre. Mais en tout cas, sur ce match-là, ça a été compliqué. Ouais. Quand tu dis pas prêt pour les playoffs, c'est pas avoir quelques petites nouvelles choses, pas avoir. Pour toi, c'était un peu trop similaire et c'est pour ça que les Rams ont peut-être pu les surprendre aussi avec leur schéma un peu créatif en défense, notamment. Oui, il y a ça, il y a le play calling comme tu le dis avec le fait, alors on le sait, c'est pas lui qui appelle les jeux en défense, c'est Brian Flores, mais qui a été aussi embêté et on englobe tout le coaching staff. Ça fait 2 matchs que malheureusement la défense de Brian Flores, qui a été très bonne et qu'on avait loué, a eu du mal face à ces équipes-là. Alors on pouvait l'imaginer face à Détroit, face aux Rams, on se disait que c'était peut-être pas le mastodonte offensif et finalement on les a vus poser beaucoup de difficultés à cette défense-là des Vikings. Donc c'est en effet dans le play calling avoir des choses un petit peu nouvelles et puis aussi voilà ne rien laisser au hasard et d'avoir son équipe vraiment prête à jouer un match de playoff, que tout le monde soit performant au bon moment. C'est aussi ça qui fait un coach et c'est ça qui fait la différence entre les bons coachs, les très bons coachs et les coachs comme Sean McVay, comme Andy Reid, qui arrivent à avoir un plan de jeu ficelé, avoir un play calling peut-être parfois un peu nouveau, de trouver des solutions même pendant le match et aussi d'avoir son équipe qui est totalement prête, qui avoir tous les joueurs qui font le bon match, le très bon match, leur meilleure performance à ce moment-là en playoff quand il faut le faire. C'est très compliqué, ça n'arrive que très rarement, c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a qu'un champion chaque année, mais c'est ce que les coachs doivent essayer d'aller chercher et certains arrivent à le trouver. Bon, on a beaucoup parlé des perdants, va falloir qu'on parle un peu des vainqueurs quand même, parce que les Rams, on l'a dit, 9 sacs, c'est un record de playoff égalé, 2 ballons volés dont un pour un touchdown, ils ont limité les Vikings à 1 sur 4 sur 4e tentative, ils ont quand même un plan de jeu défensif costaud, on l'a dit, et surtout, moi je voulais insister là-dessus Lucas, c'est que on a quand même dit au début de la saison, ils ont perdu Aaron Donald, Hall of Famer, multiples fois défenseur de l'année, etc. Chris Shula, le coordinateur défensif, pour le coup, il a répondu avec quelque chose d'assez grand là. Ah oui, et puis tu vois, tu parlais de débat de bain de sang, il y avait un sujet qui faisait pas débat dans la rédaction et dans le Slack, c'est la performance des Rams, la performance de Sean McVay et du coaching staff et donc Chris Shula, parce qu'en effet, la défense, elle a été impressionnante, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, il y avait des blitz qui parfois venaient d'endroits un petit peu, alors si ce n'est improbable, mais d'endroits surprenants du terrain pour perturber l'attaque des Vikings. Et puis moi surtout, avant même de rentrer dans le sujet du match pour les Rams, ce que j'ai trouvé impressionnant, c'est que, et j'étais le premier à me poser la question la semaine dernière, c'est que la semaine dernière, on s'en rappelle, ils avaient l'occasion de finir, alors je sais plus exactement combien c'était, 3e ou 4e en tant que vainqueur de division, et d'aller jouer face aux Commanders. Et ils ont décidé de reposer tous leurs titulaires quasiment, Matt Stafford et tout ça, et en sachant très bien qu'avec une défaite et une victoire des Commanders, ils passeraient donc 4e. Et ils recevraient donc soit les Lions, soit les Vikings. Et en se disant, c'est peut-être pas un bon calcul, recevoir les Lions, c'est très fort. Éventuellement recevoir les Vikings s'ils perdent, c'est très fort. Et puis en fait, ils ont décidé de reposer leur titulaire. Il n'y a pas de souci, on accueillera soit les Lions, soit les Vikings. Ils l'ont fait, ils ont reçu les Vikings. Ils les ont dominés sans même qu'il y ait de débat sur ce match-là. Et c'est là où je trouve ça très impressionnant. C'est là, ils sont sûrs de leur force. En effet, ils ont été sereins en se disant, on préfère reposer nos starters, nos titulaires, pardon. On préfère bien aborder le prochain match, et si c'est les Lions, si c'est les Vikings, il n'y a pas de souci, de toute façon pour aller au bout il faut battre tout le monde, et la semaine prochaine il faudra certainement aller à Philadelphie, et si on veut aller au bout on battra tout le monde. Mais c'est vrai que quand on voit ce match là, on se dit cette équipe là, je sais pas si elle peut aller au bout, mais en tout cas pour la sortir, il va falloir être costaud. Ouais, parce qu'en défense c'était incroyable, en attaque c'était pas flashy mais c'était solide. Il y a un très très bon premier drive, impeccable, 70 yards en 7 actions, touchdown pour enfoncer le clou aussi. Je trouve qu'ils profitent bien de la perte de balle adverse et vraiment ils enfoncent le clou juste avant la mi-temps pour repasser, tu le disais, c'était à 24 du coup à 3. Ils ont fait le boulot, il y avait un bon début de match de Tyler Higbee malheureusement qui sort avec une blessure à la poitrine, il a dû être emmené à l'hôpital, mais au final en plus ils gagnent. Alors ils sont même pas à 300 yards, hein, c'est un petit match. Mais c'est un match bien géré, comment on définit ça ?
Oui, parce que ça a un petit peu plus ralenti offensivement en deuxième période. Il y a eu pas mal de punts, peut-être aussi certains ajustements, mais c'est vrai que le début de match est très solide. Tu l'as dit, ce premier drive qui est très bon. Le deuxième est pas mal non plus, et il est arrêté par une faute personnelle qui leur fait perdre 15 yards alors qu'ils sont sur une deuxième et 1, je crois, ou une troisième et 1, et ils perdent 15 yards et ça, du coup, ils sont obligés de s'arrêter pour un field goal. Mais c'est vrai que c'est très bien géré, et c'est là aussi qu'on voit l'expérience d'un Matt Stafford, à l'inverse peut-être d'un Sam Darnold. C'est que voilà, il a pas paniqué, lui. Il a été très bon. Il a trouvé ses receveurs quand il fallait. Quand on a un Cooper Kupp en joker, c'est quand même pas dégueu, parce que je j'ai pas ses statistiques, mais je me rappelle il a qu'une réception. voilà, je me rappelle de cette réception qui fait énormément de bien en profondeur sur la droite, et on se dit ah mais oui, c'est vrai qu'il y a Cooper Kupp qui est là aussi, et c'est vrai que c'est du coup ça rend les défenses encore plus craintif de tout ce qui se passe dans cette attaque. Donc c'est plutôt bien géré. Alors tout n'est pas parfait. On n'a pas beaucoup vu Karen Williams, qui d'ailleurs c'est un petit peu blessé aussi. Il est revenu en deuxième partie de match, mais il faudra surveiller ça, parce qu'on sait que Bob Corum est blessé, et il s'est fait une grave blessure la semaine dernière. Donc si Karen Williams en plus se blesse, ça pourrait devenir compliqué. On a vu une image où il fait un grand écart. Donc bon, à voir. Il est revenu en deuxième période, donc ça avait l'air d'aller quand même, mais il faudra surveiller ça. Mais c'est vrai que cette attaque-là, en tout cas, voilà, j'ai trouvé cette équipe-là très sereine. La défense a fait le boulot, l'attaque aussi. Ils étaient bien préparés. Ils étaient sûrs de leur force. Ils avaient de la confiance, ils avaient de l'expérience, même s'il y a quelques jeunes joueurs, notamment dans cette défense. Et c'est vrai que ça donne une équipe qui est solide. Je trouve ça. Il y a Sean McVay qui se construit Sean McVay, j'allais dire Matthew Stafford, il se construit une image de quarterback vétéran. Il a 36 piges maintenant. Ça passe, c'est pas un des mecs les plus médiatiques, donc on n'y pense pas souvent, mais il a déjà 36 ans. Et il a cette image maintenant de vétéran solide, qui est là en playoff, qui gère son truc. Et justement, je trouvais ça marrant que Sean McVay ait quasiment cette image-là aussi maintenant. C'est quasiment un coach vétéran, alors qu'il a 38 qu'il a le même âge que Matt Stafford. Ouais, non, mais Ouais. en fait, je trouve que le prisme par lequel on regarde certaines personnes, certains coachs et certains quarterbacks change au moment où on gagne un titre. Au moment où il y a ce Super Bowl de gagner, ça valide beaucoup de choses. On découvre, voilà, on affirme et on valide le fait que ces personnes-là sont capables de gagner. Ils l'ont déjà fait, donc ils pourraient le refaire, même si certains ne le refont plus jamais. Aaron Rodgers, par exemple. Alors c'est pas le même niveau, mais et voilà. Et donc ça valide. Et donc du coup, on regarde ces gens-là différemment. Comme par exemple, on regarde pas, et tu le disais, ça faisait partie du débat, un Kevin O'Connell, un McDaniels, parce que c'est des gens qui ont pas gagné, et demain certains vont gagner, et on se dira ça changera, et ça changera aussi beaucoup de choses qui est arrivé avant, parce que Sean McVay, il a eu des défaites en playoff, par exemple. Ça lui est arrivé. Donc mais c'est vrai que là, et Matt Stafford, c'est la même chose. On les voit comme des vétérans qui sont capables de gagner, qui ont l'expérience maintenant, et qui seront jamais très loin. Même s'ils perdent, ils seront jamais très loin. Et je suis persuadé que même si la semaine dernière, et je laisserai la preview aux autres, mais même si la semaine prochaine, pardon, ils vont peut-être perdre, mais ils seront pas loin, à mon avis. Ils ont gagné le Super Bowl sur sa 1, 2, 3, 4, 5e saison, et c'est 4e playoff, Sean McVay. Sachant qu'ils perdent un Super Bowl un peu plus tôt aussi contre les Patriots. Oui, c'est vrai. Ils perdent le Super Bowl sur sa 2e saison, en effet. Donc il était allé vite, très loin. Et tu parlais de changement de prisme qui fait mal, qui met une grosse claque dans la tête quand je viens de regarder la fiche de Sean McVay et que je vois qu'il est plus jeune que moi. Ouais. ça fait mal. Mais tu vois, par exemple, excuse-moi, mais Kyle Shanahan, qui malheureusement n'a pas encore gagné. Oui. C'est vrai que le prisme est différent, et les défaites en playoff font plus mal. Il y a en plus 28-3 malheureusement qui aussi lui colle à la peau, qu'on met encore plus à lui, qui était coordinateur offensif des Falcons, qu'à Dan Quinn, j'ai l'impression. Donc c'est vraiment malheureusement, on peut pas juger un coach que sur ses victoires, et encore moins sur ses Super Bowl gagnés, mais c'est quelque chose quand même qui est un catalyseur quand on juge notamment les coachs. Tu l'as dit, en tout cas, les Rams joueront les Eagles la semaine prochaine. Un tout petit mot là-dessus, ça pourrait être un match très défensif au final, non ? Ah oui, quand on voit l'attaque des Eagles notamment, qui n'a pas forcément été incroyable face aux Packers, mais par contre une défense qui est très solide. La défense des Rams, si elle fait le même match, ça va être aussi un beau casse-tête pour Nick Sirianni. Donc en effet, ça peut être un match défensif, mais qui peut être un match pour le coup très excitant. En tout cas, ça peut être un match très serré.
Ouais, il y a que des belles affiches. Tiens, je vais vous rappeler les affiches pour vous donner envie d'écouter la preview de demain. Les affiches donc du Divisional, ce sera Kansas City Chiefs, Houston Texans, ça c'est samedi à 22h30. Dimanche, dans la nuit de dimanche à lundi à 2h, Detroit Lions, Washington Commanders, ça ce sera sur W9 au passage, je vous le dis. Et ensuite, dimanche à 21h, Eagles Rams, ce sera notre prime time français à nous. Et puis, dans la nuit de dimanche à lundi à minuit 30, Bills Ravens, va y avoir un beau dimanche. Ouais, le Bills Ravens, pour moi, c'est quand même le plus beau week-end de NFL chaque saison. Hein. Oui. C'est 4 matchs uniquement. La semaine prochaine, c'est très beau, mais c'est que 2 matchs. Là, il y en a 4. Il y en a 4 très bien. Il y a que les Commanders qui n'ont pas gagné leur division qui sont là. Sinon, il y a quasiment que si je regarde bien, il y a que les champions de division. Donc c'est vrai que ça va être bon. Oui. Ouais, non, il va y avoir du très beau. Nous, on va enchaîner avec un petit mot d'actu pour compléter cette émission parce qu'il s'est passé des choses, mine de rien, en NFL. La première grosse info, elle est tombée la veille de notre enregistrement d'ailleurs. Mike McCarthy n'est plus le coach des Dallas Cowboys. Alors, il n'est pas viré techniquement, il n'est pas renouvelé. C'est-à-dire qu'il était en fin de contrat, ils ont négocié et ils ont vu que finalement, il n'y avait pas d'accord. Donc, il s'en va après 5 saisons, 49 victoires, 35 défaites en saison régulière, 1 victoire et 3 défaites en play-off. Donc, ils se sont qualifiés 3 fois en play-off en 5 ans. Ils avaient plutôt des bons bilans. Ils ont fait 3 saisons de suite à 12 victoires, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'était plutôt une association qui avait l'air de marcher, notamment avec Dak Prescott. Lucas, ce qu'on peut relever quand même d'abord, c'est le timing absolument désastreux de l'annonce. Oui, clairement. Déjà c'est assez rare qu'un coach termine son contrat. Souvent, ils sont virés. C'est assez rare qu'un coach termine son contrat. Et puis en plus, tu l'as dit, il y a ce timing-là. On en avait déjà parlé. En fait, les contrats, et de ce que je crois lire, c'est particulier à Jerry Jones, qui est le propriétaire des Cowboys, c'est qu'il fait durer les contrats de son coach un peu plus tard que la fin de saison régulière. Ce qui habituellement est le cas, donc c'est une semaine de plus. C'est pour ça que ça n'arrive que maintenant. Mais le problème, c'est que ce soit Mike McCarthy ou Jerry Jones, désormais, ils ont un peu de retard par rapport à tout le reste. Alors pour Mike McCarthy, c'est peut-être un peu moins, on va dire un peu moins pénalisant parce qu'il y a encore des équipes à qui il manque des coachs et donc il va pouvoir éventuellement faire des interviews. On en parlera peut-être. Mais pour les Cowboys, par exemple, on sait qu'ils ne peuvent plus désormais faire des interviews, des entretiens d'embauche pour les équipes qui étaient en bail cette semaine. Et typiquement, on regarde Ben Johnson, qui est le coordinateur offensif des Lions, qui a fait quelques entretiens d'embauche avec certaines équipes parce que les Lions étaient en semaine de repos. Il ne peut plus en faire puisque maintenant on rentre dans la semaine de compétition. Il ne peut plus en faire avec Dallas. Donc comme tu le dis, le timing pose question, il est très discutable et encore une fois, ça ne surprend pas que ça arrive à Dallas. Non, c'est ça. Le coup de de l'exclusivité de négociation là jusqu'au 12 janvier, bon pourquoi pas. Mais c'est vrai que ça les met complètement dedans parce qu'ils vont pas pouvoir s'occuper des candidats un peu chauds comme tu le disais. Après, ils partent en plus de toute façon avec une semaine de retard sur tout le monde. Les mecs, les Patriots sont déjà trouvés, donc ça, mine de rien, ça fait un candidat de moins qui était intéressant puisqu'il a été embauché. On en reparlera. Et on se dirige du coup vers la rumeur Deion Sanders. On est obligé d'en parler. Forcément, c'est clairement un peu. Alors, est-ce que c'est monté de toutes pièces par les médias parce qu'on a envie de voir Deion Sanders entraîneur des Cowboys parce que ça ferait deux personnalités entre lui et Jerry Jones à Dallas en plus, America's Team. On a envie de le voir. Alors, est-ce que c'est légitime? Apparemment, ils auraient parlé. Maintenant, et il a confirmé qu'ils ont parlé. Hein. Oui, voilà. Après, est-ce qu'ils ont parlé parce que Jerry Jones lui a dit qu'est-ce que tu imagines? On ne sait pas. Parler, ils ont parlé. Maintenant, on verra. Mais c'est vrai que ne serait-ce que l'idée, c'est excitant déjà de voir Deion Sanders arriver coach en NFL. Ça serait quelque chose qui serait déjà un événement. Ne serait-ce peu importe où, ce serait un événement. Mais en plus de l'avoir à Dallas, dans ce contexte, connaissant l'histoire commune, ça serait vraiment quelque chose. En tout cas, moi, je suis pas beaucoup l'universitaire, vous le savez déjà. Donc, j'ai vu des vidéos de Deion Sanders, mais je sais pas ce qu'il vaut en tant que coach, en tant que tel. Maintenant, j'ai envie de le voir. J'ai envie de le voir pour voir un peu ce que ça donne. Alors moi je pense que ça se fera jamais pour une raison simple, c'est qu'il ferait trop d'ombre à Jerry Jones. Ça, moi j'arrive absolument pas à croire qu'il embauchera un coach avec du charisme et qui pourrait lui faire un peu d'ombre et bon, voilà, il y a ça. Après, comme tout le monde, hein, je suis client à Dallas, ce serait le show ultime. Je pense que Dallas, Vegas, il y a des destinations comme ça pour Deion Sanders qui sont un peu sympas. Après, il a pas arrêté de dire qu'il suivrait son fils. Son fils a priori il va pas aller à Dallas sauf dinguerie, transfert de Dak Prescott contre le premier choix, etc. Bon, auquel je crois encore moins que Deion Sanders à Dallas. Bon, je pense que la rumeur est marrante, mais ça ira pas plus loin que ça, quoi.
Ouais, je pense aussi. Et puis, je suis pas sûr que Deion Sanders apporte des garanties en termes de coach NFL peut-être suffisantes encore. C'est récent, hein, son arrivée en tant que coach universitaire aussi. Donc bon, à voir. Mais ne serait-ce que ça ajoute à tout le décorum Dallas. Donc on s'en plaint pas. Oui, il faut le rappeler en effet, hein, tu le disais, alors histoire avec Dallas, il a joué 4 ans là-bas, il a gagné un Super Bowl. Histoire avec Colorado, en effet, il est coach que depuis 2 ans quand même, donc ça fait quand même assez léger. Il a beau avoir un nom ronflant et de l'expérience NFL, ça fait pas non plus un succès immédiat. Et on parle quand même d'une équipe qui avait des prétentions de playoff, donc mine de rien, c'est quoi le profil qu'ils cherchent? Si on revient, j'allais dire à la recherche sérieuse, on est méchants, ça se trouve, ils vont nous surprendre, mais si on revient à la recherche, c'est quoi le profil qu'on cherche pour Dallas? Dak Prescott a dit qu'il était déçu, qu'il avait construit quelque chose avec Mike McCarthy. Est-ce qu'on repart sur un coach offensif? Est-ce qu'on va plus jeune? Est-ce qu'on va plus âgé? Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, je pense que peut-être un peu plus jeune, peut-être tenter ce coach offensif au moins qui va peut-être essayer d'insuffler peut-être une nouvelle dynamique et notamment une dynamique offensive. On parlait de Ben Johnson, mais parce que n'importe quelle équipe aimerait Ben Johnson, c'est un peu le candidat. On le disait, hein, c'était Mike Vrabel et Ben Johnson qui étaient vraiment les deux candidats en haut des big boards de toutes les franchises quasiment, pour 2 raisons totalement différentes, je pense. Mike Vrabel peut-être rentre peut-être plus dans le moule Mike McCarthy, de coach un peu plus expérimenté, un peu plus alors vieille école je sais pas, mais avec peut-être un peu moins excitant offensivement. Là où Ben Johnson est totalement de l'autre côté. Il y a Kellen Moore aussi, on le sait, qui a été le coordinateur offensif de Mike McCarthy il y a quelques années. Je ne sais même plus où il est désormais, puisqu'il a bougé. Il est coordinateur offensif des Eagles. Voilà. Chargers puis Eagles. Donc voilà, on en parle un petit peu. Je ne suis pas sûr qu'ils aient le droit de faire des entretiens maintenant, puisque les Eagles sont toujours en course. Donc c'est peut-être vers ces profils-là, se tourner vers ces profils-là. Kellen Moore, ça ferait peut-être sens. Il connaît la maison déjà, ça avait été, on le sait, hein, ça avait été vraiment on va dire on l'imaginait prendre la suite logique de Mike McCarthy, puis finalement il est parti et on se disait peut-être que finalement parce que on ne va pas dégager Mike McCarthy, il a décidé de partir. Puis ça s'est un peu calmé la hype d'ailleurs sur lui depuis, je trouve, depuis qu'il part de Dallas. Oui, beaucoup. Mais ouais, peut-être Kellen Moore, je dirais. Alors, je te donne les pronostics de Vegas. Je te donne les cotes officielles. Joe Brady en 1, coordinateur offensif des Bills. Une sorte de compromis, coordinateur offensif, un peu plus âgé, pourquoi pas. Deion Sanders est en 2, Kellen Moore derrière, Bobby Slowick, le coordinateur offensif des Texans ensuite, Ben Johnson des Lions derrière. Et je précise quand même, il y a Jason Witten aussi, qui est une sorte de rumeur qui revient. Alors, ça, je sais pas si vous vous rappelez du passage de Jeff Saturday aux Colts, dans l'ambiance ancien joueur qu'on remet comme ça sans aucune expérience de coach directement être coach. Ouais, c'est... Bon, je sais pas, mais ça m'inspire pas des masses. Après, il a une aura du côté de Dallas, mais je sais pas si ça fait tout. Il y a aussi Mike Zimmer, Bill Belichick, Cliff Kingsbury et John Gruden dans la liste. Ouais, non, alors la cote est énorme pour John Gruden. Oui, en même temps, il faut se rappeler que la personne qui va décider de cet entraîneur, c'est Jerry Jones. Et donc en fait, comme tu l'as dit, c'est-à-dire que ça peut être très logique, comme ça ne peut ne pas l'être du tout. Et donc c'est aussi pour ça qu'il faut peut-être s'attendre à tout. Ouais. On va aller en attendant de savoir ce qui se passe à Dallas. Évidemment, on débriefera. Oui, Lucas. Juste un mot sur Mike McCarthy quand même, parce que oui, c'est vrai qu'il peut aller ailleurs lui aussi. Ça devient un entraîneur qui, en effet, est peut-être pas le plus excitant. On parlait des coachs qui avaient gagné et le prisme avait changé quand ces coachs-là avaient gagné. Je parlais d'Aaron Rodgers. C'était avec Aaron Rodgers. C'est un coach qui peut être. On le sait, les Bears l'avaient déjà demandé et d'ailleurs ça peut être. Et du coup, il va les voir. Voilà. Et certainement, désormais. Dallas lui avait dit non, finalement il a attendu une semaine et puis il va finalement y aller. Et puis je pense que c'est peut-être un des coachs qui peut être. Alors c'est peut-être pas un coach qui va développer totalement Caleb Williams, mais en tout cas c'est un coach qui va ramener de la sérénité, qui va construire une franchise. C'est aussi ça qui sortait de Chicago ces dernières semaines, c'est qu'ils avaient besoin aussi d'une ligne directrice, d'un véritable leader pour construire une identité, on va dire, c'est ça, une identité qui sortent de Chicago et je pense que Mike McCarthy peut être l'un de ces coachs là. Il y avait New Orleans aussi qui était évoqué pour Mike McCarthy, mais je pense qu'il va retrouver du travail en tout cas. Oui, c'est tout à fait possible. Tu le disais, un coach avec un titre, ça court pas les rues avec cette expérience-là et il pourrait être
je vais y arriver, j'ai décidément du mal avec les mots aujourd'hui. Il pourrait être en effet assez évident dans le profil construction d'équipe autour de Caleb Williams, apporter une certaine stabilité, d'être sûr d'avoir un coach qui prend des bonnes décisions, qui sait gérer à peu près tous les aspects et qui a l'expérience. Et petit esprit un peu complot, mais est-ce que les négociations capotent pas avec Dallas parce que t'as peut-être un mec qui lui a envoyé un SMS, tu vois, qui connaît pas, et qui dit non, mais à Chicago, on est plutôt chaud pour te voir, on n'a pas eu l'entretien, mais la semaine prochaine, on peut discuter, et on pourrait discuter de ceci et cela, quoi. Juste un chiffre, tu sais, il a reçu un texto d'un numéro qu'il ne connaît pas, juste un chiffre, je sais pas combien, mais 15 millions. Voilà, juste, sans rien, sans précision. Et puis, du coup, il est allé voir Jerry Jones, il a dit, voilà, j'ai reçu ça, je sais pas de qui, non, mais c'est peut-être, hein, c'est sûr que, en tout cas, quand on sait que, officiellement, en plus, les Bears l'avaient demandé, ça fait augmenter la valeur de quelqu'un, par définition. Clairement, et donc on serait clairement pas étonné s'il était coach des Bears d'ici une semaine ou deux. Et donc comme il est libre, il peut aller négocier avec qui il veut tout de suite. On passe aux Patriots, embauche de Mike Vrabel. C'est la première embauche du coup, parmi les 6 équipes qui cherchaient. Alors on est toujours à 6 équipes maintenant que les Cowboys se sont remis en chasse, mais il y en avait que 6 avant Dallas. Mike Vrabel embauché aux Patriots, il aura donc passé seulement une année au chômage après avoir été viré par les Titans. Oui, puisque Mike Callahan a fait une année aux Titans. Voilà, il revient donc après avoir joué 8 saisons avec les Patriots en tant que joueur, il a gagné 3 Super Bowls, il a été All-Pro, il a pas du tout coaché à New England, c'est pas un produit de Bill Belichick, il avait commencé avec les Texans, et ensuite il est allé du côté de Tennessee où il a été le coach principal, où il a eu plutôt du succès globalement, 54 victoires, 45 défaites en 6 saisons, ils ont joué les playoffs plusieurs fois, ils ont joué une finale de conférence en 2019, donc du coach très solide, on a fait le choix, on a fait un volte-face en fait par rapport à l'an dernier. Ouais, clairement, on avait l'année dernière on tentait un coach, alors certes de la oui, c'est exactement ce que tu dis, on tentait le produit Bill Belichick par essence avec Jerod Mayo l'année dernière, qui avait été biberonné par Bill Belichick pendant je crois 5 ans ou au moins 3 ans, qui était jeune, qu'on essayait de pousser en même temps qu'une nouvelle équipe, puis on s'est rendu compte que c'était peut-être trop jeune, qu'on est en effet dans une franchise particulière, j'ai eu l'occasion de le dire, c'est-à-dire que Bill Belichick faisait beaucoup de choses et pas seulement le coaching à proprement parler, et donc du coup quand il a fallu le remplacer, il fallait pas simplement remplacer un coach. Alors il y a des gens qui sont arrivés, il y a une réorganisation un petit peu de l'organigramme, mais quand même ça se fait pas en 5 minutes, et on s'est rendu compte que Jerod Mayo était peut-être pas fait pour ça de suite, et du coup on prend un Mike Vrabel qui pour le coup je pense a beaucoup plus les épaules pour gérer des choses. J'écoutais un podcast qui expliquait, et c'était quelqu'un qui était dans des organigrammes de NFL, et qui disait que de passer de coordinateur à coach, c'est très très différent, surtout quand on est un très bon play caller, c'est-à-dire qu'on appelle les jeux, c'est-à-dire qu'on a le temps toute la semaine, et c'était notamment en parlant de Ben Johnson, on a le temps toute la semaine d'étudier les jeux qu'on va prendre, de créer des choses, de tenter des choses, alors que quand on est coach principal d'une équipe, on a des gens qui toquent à la porte toutes les 5 minutes, et pour le coup on a le temps de rien. Et c'est vrai que ça peut surprendre pour un Jerod Mayo, par exemple, quelqu'un qui le devient, et c'est la question qu'on va avoir sur Ben Johnson quand il deviendra coach principal, et qu'on a pu avoir sur d'autres entraîneurs. Mike Vrabel, lui, il est expérimenté, il a déjà été, maintenant il reste à lui à bien s'entourer, notamment offensivement, c'est là où on va l'attendre, parce qu'on sait que la défense c'est quand même son dada, mais voilà, je pense que c'est la bonne personne pour construire. Alors les Patriots de toute façon ne vont pas faire des playoffs l'année prochaine, et ont on va dire un cycle qui va être un peu plus long, mais c'est la bonne personne pour construire, pour redonner une identité à cette franchise, pour ramener du calme, qui connaît la maison, tu l'as dit, qui en même temps n'est pas Bill Belichick puisqu'il a d'autres choses. La vraie question pour lui, ça va être le coordinateur offensif, parce que ça va vraiment être un facteur clé. Oui, pour le coup, moi je trouve que c'est une bonne embauche. J'avais déjà dit que je trouvais pas ça glamour ou excitant, mais ça l'est pas. D'ailleurs, pour le coup, ça l'est pas. Mais tu peux pas contester que c'est une bonne embauche. C'est un coach sérieux, mais il y a ce côté un peu Dan Campbell, on va dire, à Détroit, où tu sais que ça va être bien tenu, que c'est un très bon motivateur, etc. Mais qu'en effet, ça va être clé au niveau des embauches de coordinateurs. Et voilà, on verra ce que ça donne là. Mais sur le principe, c'est quand même quelque chose de pas flashy, très solide. Tu l'as dit tout à l'heure, c'était probablement le candidat qui apportait le plus de garanties. On dit souvent plafond, plancher, etc. Bon, bah là, tu sais que tu avais le plancher le plus haut, je pense, de tous les candidats. Ouais. Il a fait ses preuves, il t'a emmené Ryan Tannehill en finale de conf. Je pense que, à partir de là, tu avais quelque chose de bien. Et c'était peut-être mieux, probablement, autant que j'aurais voulu un truc un peu plus glamour, genre Ben Johnson, etc. En vrai, si t'es cohérent, tu dis, bah oui, j'ai déjà mon quarterback rookie qui s'est fait pas mal bouger toute l'année, qui était avec un coach qui maîtrisait pas, etc. Autant quand même lui donner un environnement très très solide autour de lui.
c'est plus simple que un Ben Johnson, comme tu le disais, il est très très glamour sur le coup, mais si l'année prochaine il se pète la tête parce qu'il peut pas gérer tout ce qui lui vient dessus, t'as perdu encore une année avec ton quarterback, voire 2 ou 3, parce que tu vas pas virer Ben Johnson au bout d'un an comme t'as fait avec Mayo, quoi. Et ce qui n'empêche pas à Mike Vrabel de trouver un coordinateur offensif style Ben Johnson, c'est-à-dire que avant que Ben Johnson soit le candidat idéal pour un poste de head coach, c'était un candidat au poste de coordinateur offensif. Donc l'idée c'est en effet pour Mike Vrabel de trouver, et peut-être d'aller chercher quelqu'un de jeune qui a des idées, avec qui ils peuvent travailler, et pour développer ce quarterback là, parce que ça va être la clé. Et c'est vrai que Mike Vrabel, on va dire comme ça de but en blanc, c'est peut-être pas un coach qu'on imagine développer un jeune quarterback. Maintenant, est-ce qu'il sait s'entourer ? On se rappelle qu'il a eu Matt LaFleur en coordinateur offensif aussi, donc il est capable de s'entourer d'éléments corrects, très bons. Il va falloir qu'il le fasse, et ça va être une clé. Mais comme tu dis, c'est la logique des choses qui peut sur le long terme être bénéfique pour les Patriots. Et on va se quitter avec une dernière petite info. Jets, Browns, Jaguars à Londres en 2025. Les affiches n'ont pas été annoncées. On parle des 3 équipes qui recevront les rencontres. Donc les Jaguars recevront à Wembley, je suppose, si je dis pas de bêtises, parce que c'est un peu leur stade. Et les Jets et les Browns seront donc des équipes qui accueilleront à Tottenham. On ne connaît pas encore les affiches et les équipes qui viendront en face. On sait aussi qu'il y aura des matchs à Berlin et Madrid. Et là-dessus, on n'a pas encore d'infos. Mais c'était pour vous transmettre l'information si vous ne l'aviez pas vu passer sur le site. Bon, Lucas, c'est ce qu'on en a discuté un peu hors antenne. On espère que le destin de ces équipes va changer un petit peu d'ici à la date du match. Voilà, c'est vrai qu'à l'instant T, c'est pas sexy. Maintenant, on est à 8 mois voire même plus de ces dates de match-là. Donc, on croise les doigts pour que, tu l'as dit, on le disait, les Jaguars et un nouveau coach qui rentre Trevor Lawrence, qui le transforme en Joe Burrow, je sais pas, mais pour que ça soit un peu plus sexy. C'est vrai que les Jets et les Jaguars cherchent tous les deux un coach au moment où c'est annoncé, donc ça va jouer. On ne sait pas si Aaron Rodgers va revenir, on ne sait pas qui sera le quarterback des Browns vraiment non plus. Enfin bon, ça peut. Après, on l'a vu, ça peut aller très vite. Regarde les Commanders cette année. C'est vrai. Et puis une chose est sûre, c'est que ces stades-là et ces affiches-là feront le plein quoi qu'il arrive, même avec des équipes et peu importe. Et c'est bien que, en tout cas, je fais partie de ces gens-là qui disent que c'est bien que la NFL arrive à Madrid. Pour nous, je parle très égoïstement, arrive à Madrid, arrive éventuellement. Il y a des rumeurs sur l'Irlande. Je trouve que c'est une bonne chose pour nous Européens. S'il n'y a pas les Steelers en Irlande, je ne sais pas qui ils envoient, parce qu'avec tout le passif de la famille Rooney, etc., je suppose que ça leur est réservé s'ils y vont. Et puis avec un peu de Patriots pour le côté Boston, la culture irlandaise. Ah ouais, pas mal aussi ça. Ça peut faire. Je sais plus du tout s'ils sont dans leur liste d'adversaires, faudrait vérifier, mais petit Steelers Pats, ça pourrait être pas mal. Bon, en tout cas, c'est comme ça qu'on va terminer l'épisode 846 du podcast Jeune Actu. On retrouve demain Raoul et Victor, si je dis pas de bêtises, pour la preview des matchs du Divisional. Ne ratez pas ça, évidemment. 4 très très belles rencontres ce week-end, donc ils vont vous présenter tout ça. Merci beaucoup, Lucas. Un plaisir, et à très vite. À très vite. Merci à vous qui nous écoutez. N'hésitez pas à nous soutenir sur Tipeee si vous le souhaitez et si vous le pouvez. On vous rappelle que toute l'actu de la NFL, c'est sur tdactu.com. À très bientôt sur les ondes de TD Actu. Ciao, ciao. Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Proclash Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin. To make switching to the new Boost Mobile risk-free, we're offering a 30-day money-back guarantee. So why wouldn't you switch from Verizon or T-Mobile? Because you have nothing to lose. Boost Mobile is offering a 30-day money-back guarantee. No, I asked why wouldn't you switch from Verizon or T-Mobile? Oh. Wouldn't. Because you love wasting money as a way to punish yourself because your mother never showed you enough love as a child? Whoa. Easy there. Yeah. Applies to online activations. Requires port in and auto pay. Customers activating in stores may be charged non-refundable activation fees. If you're a maintenance supervisor for a commercial property, you've had to deal with everything from leaky faucets to flickering light bulbs. But nothing's worse than that ancient boiler that's lived in the building since the day it was built, 50 years ago. It's enough to make anyone lose their cool. That's where Grainger comes in. With industrial-grade products and dependable fast delivery, Grainger can help with any challenge. From worn-out components to everyday necessities. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.